L'exposition s'appelle Hervé Fischer et l'art sociologique. C'est une exposition qui raconte mon travail depuis le début des années 70 jusqu'à maintenant. On est en juillet 2017 et je vais suivre l'itinéraire de l'exposition. L'exposition commence par ce qu'on appelle la déchirure des œuvres d'art, c'est-à-dire un moment où j'ai demandé à 400 ou 500 artistes de me donner des œuvres à déchirer. Je ne me contentais pas d'avoir déchiré mes propres œuvres qui étaient des lieux communs sans grand intérêt, donc je m'en suis débarrassé, mais j'ai pensé que ce geste pouvait intéresser d'autres artistes. Donc j'ai reçu 350 ou 400 œuvres à déchirer, ou bien des artistes qui m'ont invité dans leur atelier pour déchirer une œuvre, et j'ai mis tous ces petits sachets, tous ces déchets dans des sachets hygiéniques pour des expositions hygiéniques. C'est une exposition qui a pas mal circulé dans les années 70 et qui était quand même intéressante. Laurence Honora m'a dit que c'était une sorte de post-tweet, en ce sens que non seulement les artistes m'ont envoyé leurs œuvres à déchirer parce qu'ils avaient probablement mauvaise conscience, c'est une époque où on parlait beaucoup de la mauvaise conscience des bourgeois, mais aussi parce que finalement c'était un réseau d'artistes qui échangeaient entre eux, et moi-même je faisais intégralement partie de ce réseau par art postal ou des échanges de tampons d'artistes, de petits objets de la vie quotidienne, genre Fluxus. Et donc même les artistes qui avaient des œuvres qui étaient cotées sur le marché et qui étaient connues, comme Armand César, Villeglé, Vostel, Ben Vautier, Ray Johnson et beaucoup d'autres, Bettencourt, ils étaient prêts à faire le geste, qui était contradictoire pour eux. Et moi, ça m'intéressait donc de mettre en évidence cette attitude par rapport à l'art, toujours dans la position de l'art sociologique, c'est-à-dire les rapports entre l'art et la société, les rapports de l'artiste à l'institution artistique, les rapports au marché, la signification idéologique de l'art par rapport au pouvoir dominant, etc. Et donc ça m'a permis de faire table rase pour m'intéresser à un travail qui soit personnel et qui soit plus conditionné par les lieux communs dans des albums d'art, des revues d'art et mes visites dans les musées qui étaient respectueuses, mais qui je n'allais pas reproduire des tableaux impressionnistes ou surréalistes. Donc l'exposition est ponctuée par des panneaux de signalisation qui indiquent pour chaque segment. Donc d'abord le segment hygiène de l'art. Je commence par me mettre moi-même dans un sachet hygiénique. La photo là date du début des années 70 et c'est l'idée que nous sommes conditionnés. Donc le constat étant fait, j'ai entrepris de développer mon travail personnel. Alors j'ai pris une toile, en fait j'ai pris un torchon que j'ai acheté au bazar d'Hôtel de Ville, le châssis étant donc le support et le petit rouleau de bois sur lequel on faisait tourner à l'époque la toile pour chercher un endroit propre et sec pour s'essuyer les mains. Et dans un deuxième temps, j'ai mis mes empreintes de main sur ce torchon, puisque c'est logique, c'est un essuie-main. Troisième torchon, en fait j'ai remplacé la toile à torchon par de la toile à peindre et j'ai mis mes empreintes de main dessus. Et la quatrième œuvre, c'est vraiment une œuvre orientée sur l'esthétique. C'est même très décoratif, c'est sur plastique naturellement hygiénique, mais en sérigraphie bleue et rouge, ça fait un bel objet d'art. De là, je suis passé à ce qu'on appelle les toiles libres, toujours avec cette idée un petit peu du mouvement support-surface, de critiquer, de démystifier la représentation bourgeoise de l'histoire de l'art. Et donc, sur ces toiles libres, dans le style support-surface, j'avais beaucoup de copains dans le groupe, sans y être moi-même. J'ai choisi un geste anti-avant-gardiste, la même empreinte de main, de mes essuie-mains, c'était complètement cohérent pour moi, mais le geste étant avant-gardiste, puisque c'est une empreinte de main comme dans les grottes préhistoriques, je me dissociais de cette fébrilité des avant-gardes qui voulaient inventer une page de l'histoire de l'art avec un grand H tous les matins.
Et ça, c'est un geste, donc c'est une étoile de 71-72, c'est un geste qui est une sorte de commentaire sur l'histoire de l'art. Une dizaine, quinzaine d'années plus tard, j'ai repris exactement le même geste, mais cette fois-ci avec la liberté de couleur et dont le plaisir de la couleur et d'une certaine manière une dynamique par rapport à l'enlignement précédent, mais aussi des mains mutilées, avec l'idée que la société est faite de bonheur et de violence. Et donc cette idée-là, cette toile-là n'est plus un commentaire sur l'histoire de l'art, c'est un constat sociologique sur la société. Et on s'arrête là avec la peinture pour le moment. Ensuite, je me suis tourné vers des performances. Notamment le bureau d'identité imaginaire et la pharmacie Fischer. La pharmacie Fischer, d'abord, c'était donc une pharmacie que je faisais avec une blouse de pharmacien blanche, avec des boîtes de pilules et du papier à prescription et naturellement un tampon d'authentification pour la vente de médicaments. Et donc là, la personne qui s'assied en face de moi sur cette petite table vient me voir supposément parce qu'elle a des problèmes. Donc je lui demande quels sont ses problèmes. On a un dialogue qui peut durer de 5 à 20 minutes et ce n'est jamais arrivé que quelqu'un n'ait pas de problème. When did you leave school? Sometime in June. Ah, okay. And for how long did you travel? To Paris. Yeah. We have today's Sunday, 2 more days. 2 more days, and then you fly back? Yeah. Oh, so this is almost the end of the holiday? Yeah. You enjoy your visit in Paris? Yeah. Have you been in other countries? Yeah, we've been in India. India? Yeah, that's all we've been. I've been to India. For how long have you been traveling? Like, to India? Yeah. If we go there maybe a month and we have our grandparents are there, so we live in their house and then stay. So it's not too hot here for you? It's actually hotter than it is where we are. You enjoy your life? Yeah. Yeah? Do you have no problem with your life? No, No, not at all? not now. No, at all, no problem. No. So you don't need any pills? You have no headaches? Well, yeah, I have problems. You have a headache sometimes? Yeah. But you are very happy. You are a happy guy. You enjoy your life. It's fine. Donc les gens me parlent, ils me parlent de leurs problèmes professionnels, familiaux, conjugaux, sexuels, avec leurs voisins, avec leur santé. Et je les écoute très attentivement. Eux me parlent d'une façon étonnamment libre, malgré la présence des gens, de l'attroupement qui est autour de la pharmacie, voire éventuellement dans certains cas le micro et la caméra. Comme quand j'ai fait la pharmacie Fischer ici au Centre Pompidou, c'est devenu la pharmacie Fischer du Centre Pompidou. Là, il y avait la caméra et le micro. Et les gens me parlent quand même, me parlent d'une façon très intime. Et je suis complètement surpris, toujours eux-mêmes sont surpris après coup d'avoir parlé si librement. Comme quoi il y a un besoin dans notre société de masse, un besoin d'échange, d'écoute et d'attention à l'autre, de respect de l'autre personne qui se déclenche à tout coup. Et donc j'ai fait des prescriptions avec des pilules, bien sûr, pour le mal de tête, mais aussi pour le bonheur, pour devenir riche ou célèbre, pour devenir président, pour ralentir le temps, contre le destin, des pilules modernes, bien entendu, des pilules postmodernes, aussi quelques pilules philosophiques ou mythanalytiques, toutes les pilules étant évidemment en plastique, puisque le monde est de plus en plus un artefact plastique. Et les personnes qui viennent me consulter repartent donc avec une prescription à leur nom, signée, datée, tamponnée, et une boîte de pilules
qui correspond à leurs problèmes. Ça peut être des pilules pour changer l'ADN ou ça peut être des pilules pour changer le monde, ça dépend des pathologies. Je vais aller directement au bureau d'identité imaginaire. C'est le même dispositif, sauf que ma blouse est grise. Et puis là, je demande aux gens qui viennent faire une carte d'identité imaginaire qui ils sont et qui ils voudraient être. Les deux questions sont difficiles. La question qui êtes-vous est beaucoup plus difficile parce que finalement on ne sait pas très bien qui on est. On sait plus facilement qu'on voudrait être célèbre ou riche ou champion olympique ou une femme plutôt qu'un homme ou jeune, etc. Mais dans tous les cas, il y a un dialogue qui s'engage à nouveau, un peu comme à la pharmacie. Et comme bureaucrate, j'essaye de faire rebondir les déclarations selon les points qui me paraissent les plus sensibles. Et par exemple, ici au Centre Pompidou, j'ai eu deux américaines, coup sur coup quasiment, qui rêvaient d'être une star de la chanson, et je leur ai demandé de me donner une petite prestation et ça a été magnifique. L'une avait une voix vraiment profonde, extrêmement puissante, l'autre avait une voix beaucoup d'harmonie et plus fluide, et c'est dommage que j'en ai pas eu plus. C'était vraiment très intéressant de voir ces deux personnes qui faisaient vraiment une prestation quasiment professionnelle, et parce qu'elles étaient dans l'idée de réaliser leur vie comme ça. D'autres fois, bien sûr, c'est des cas tout à fait différents. Et donc, je ne peux pas tous les raconter maintenant, mais c'est toujours une expérience très individuelle et en même temps très sociologique, parce que dans chaque endroit où je fais la pharmacie ou le bureau d'identité imaginaire, c'est une population différente, c'est comme une planète différente et une culture, des valeurs différentes. Alors, c'est pas les mêmes personnes que je rencontre au Brésil ou en Italie ou en Belgique ou au Canada, et il y a une dimension toujours sociologique de cette subjectivité parfois intimiste des personnes qui viennent à la pharmacie ou au bureau d'identité. À Montréal, je l'ai fait dans la rue. Il y a les panneaux qui sont présentés ici avec les questions qui penses-tu être, qui voudrais-tu être, et j'avais aussi un petit café qui me servait de bureaucrate, et là j'ai demandé à un journal, La Presse, le grand journal du Québec, de me donner une page pour inviter ses lecteurs à répondre à ces deux questions, ce qui a été fait, et j'ai eu 8200 réponses. C'était une époque où il n'y avait pas d'internet, donc les gens écrivaient à la main, dessinaient sur la page de journal, et puis ensuite allaient à la poste avec une enveloppe, acheter un timbre et envoyer le tout au journal, à la rédaction du journal, et ça a été absolument une surprise pour tout le monde, y compris moi, de recevoir 8200 réponses. C'est absolument énorme. Bon. Et à partir de ça, j'ai fait une étude sur la personnalité québécoise, et j'ai abouti à ce livre, L'Oiseau-Chat. Au fond, c'est l'idée que c'était les identifications les plus fréquentes, animales les plus fréquentes des gens. Et là, il y a l'idée que le chat en hiver, l'hiver québécois c'est long, est près du feu, casanier, et puis l'été, c'est la liberté de l'oiseau. Ce sont deux identifications un peu contradictoires, mais assez caractéristiques peut-être, disons, de la psychologie québécoise. Et maintenant, je vais aller vers les présentations de mes activités in situ, dans des villes, dans un champ, dans un village. Je vais commencer par la performance que j'ai faite au Centre Pompidou en 1979, où j'ai déclaré que l'histoire de l'art était terminée. C'était l'idée que j'étais en désaccord avec la fébrilité avant-gardiste de l'époque. Il me semblait que l'art n'avait rien à y gagner, et donc j'ai déclaré que l'histoire de l'art était terminée. Et puis je l'ai déclaré aussi dans la gare
des Brotteaux, la gare terminus de Lyon, dans la salle d'attente 2e classe, en faisant tourner devant moi une petite locomotive sur le carrelage en rond. Et pendant que les trains s'arrêtaient, que les freins grinçaient, je pérorais très sérieusement sur la gare terminus de l'avant-garde qui s'annonçait déjà, et l'idée que l'art allait continuer après comme avant. L'autre site que peut-être je pourrais commenter, c'est à Mexico. En 82, je suis parti de Montréal avec une délégation de sociologues québécois. J'avais immigré au Québec au début des années 80 et pour participer au Congrès mondial de sociologie qui était cette année-là à Mexico. Donc là aussi, au lieu d'aller faire une communication universitaire dans le congrès, je suis allé dans la rue avec des amis mexicains, avec une caméra, avec un panneau, la société mexicaine, qu'est-ce que c'est? Et avec l'aide de deux grands journaux qui ont fait appel à réponse. Et je suis revenu au congrès avec la réponse, la société mexicaine, qu'est-ce que c'est? Mais telle que les pensent les gens de la rue. Et pas, évidemment en opposition avec la culture savante de mes collègues universitaires. Et il est arrivé une étonnante chose à ce moment-là, c'est que la directrice du musée d'art moderne de Mexico, Hélène Escobedo, m'a proposé de revenir l'année suivante, en 83, en mettant à ma disposition tout le musée, qu'elle avait l'intention de vider de toutes ses expositions, des œuvres étant mises dans les réserves, pour que je puisse faire entrer les gens de la rue du Mexique dans le musée. Et donc c'est ce que j'ai pu faire avec quasiment une cinquantaine d'artistes mexicains, du théâtre, des mimes, des danseurs, des musiciens. On a d'abord transformé la façade du musée qui était comme une sous-préfecture de verre et d'acier avec du papel picado, avec toutes sortes d'éléments de décor. On a rendu cette façade joyeuse. On a mis tout autour des signalisations imaginaires pour attirer l'attention. On a fait traverser le musée par la ligne jaune du milieu de la chaussée et on a mis là partout des vieilles bagnoles, des déchets urbains pour que le musée soit désacralisé. Et ensuite, naturellement, il était gratuit pendant tout l'été, pendant 3 mois. Et ensuite, je demandais dans chaque salle aux visiteurs de répondre à une question précise. La première salle, c'était si vous pouviez changer le nom de votre rue demain matin, comment aimeriez-vous l'appeler? Donc les rues du Général San Martin ou Belgrano ou autres sont devenues les rues de la liberté, du bonheur, de la nature, de la paix, etc. Rues sans pollution, rues sans corruption. Et puis dans la deuxième salle, c'était voulez-vous dessiner un monument imaginaire pour votre quartier? Alors là aussi, les généraux à cheval et en bronze étaient remplacés par des monuments beaucoup plus personnels pour célébrer la nature, la liberté, y compris un doigt d'honneur pour remplacer un monument à la Constitution. Et donc une expression vraiment très, très libre de l'imaginaire mexicain qui exprimait comme ça des frustrations très profondes, bien sûr, par rapport à la pauvreté, la misère, la violence, la saleté dans les villes, etc. Ou bien demain, si vous pouviez écrire le grand titre de la première page de votre journal, alors c'était du genre la corruption est interdite, enfin une politique contre la pollution, mais aussi le prix du pétrole remonte, le Mexique va retrouver sa puissance économique. Tous ces éléments-là qui constituaient un instantané de la société mexicaine en 83. Ça a déclenché une polémique médiatique majeure, même nationale, je veux dire, au Mexique, dans la mesure où les artistes, les gens distingués m'ont accusé de
transformer le musée en porcherie, d'être un démagogue, de mettre dans le musée des graffitis de rue, des saletés, alors que le musée c'est fait pour les grands artistes et pour les gens éduqués. Et puis ceux qui m'ont défendu en disant que c'est un musée d'État public et que c'était important de faire au moins une fois une expérience de culture populaire. Donc ça m'intéressait du point de vue art sociologique parce que ça mettait en cause directement la relation art-société au niveau institutionnel. Un musée par rapport à la société, quelle est sa fonction, quelles sont les limites de ce qu'on peut faire. La polémique a été très violente. Alors un autre cas, c'est à San Paolo. À San Paolo, c'était la biennale en 81 et j'étais invité d'honneur. Mais je ne voulais pas me compromettre avec le régime dictatorial des généraux qui gouvernaient à ce moment-là encore le Brésil. Donc ce que j'ai fait, j'ai choisi des noms de rues, de quartiers, je veux dire pas des noms de quartiers de San Paolo. Il y a à San Paolo des quartiers qui s'appellent Realidad ou Consolación ou Paraíso. Donc j'ai choisi ces noms-là. Et avec des étudiants de l'école des Beaux-Arts, on a sérigraphié les lettres papier pour faire des grandes affiches du format d'Amérique du Sud, c'est-à-dire c'est des panneaux publicitaires de 10 mètres. Et en mettant en opposition Paraíso, Realidad, Consolación et des noms de quartiers, donc on ne peut pas me reprocher d'être un révolutionnaire. En les opposant avec des petites flèches et en filmant en temps réel le collage des lettres papier pour que les mots apparaissent avec à la fin les petites flèches opposées. Ça a fait à la télévision comme on dit un gros impact. Ce genre de choses que j'aime bien faire. Tout à fait à l'opposé, dans un petit village en Allemagne du Nord, Winnikendonk, l'idée était de réunir les gens du village qui étaient intéressés, une trentaine de personnes, qui me disaient les mots qui étaient pour eux les plus emblématiques de leur existence quotidienne, de leur société. Après, il y avait un vote pour en choisir une quinzaine. Après, les habitants du village de Winnikendonk ont peint les panneaux avec les mots. Et puis ensuite, l'un d'entre eux qui avait un champ a proposé qu'on aille mettre tous ces panneaux dans son champ. Et ça fait comme une sorte de texto sociologique avec des mots qui s'opposent, qui se rencontrent, et puis la possibilité de déplacer les mots dans le champ, de sorte que on voit apparaître dans le champ tout un discours qui est en relation directe sociologiquement avec les préoccupations des gens. J'ai beaucoup aimé ce travail qui était très discret, qui était dans un petit village loin de tout musée, avec des gens qui n'avaient pas de culture artistique particulière mais qui étaient très participants à ce projet-là. Je pourrais aussi parler naturellement d'Amsterdam, avec un collectif d'étudiants en art et en sociologie d'Amsterdam, avec le journal Aide Parole. Là, l'idée, j'ai proposé au journal de me donner une page par jour pendant une semaine, bien sûr toujours gratuitement, pour que les habitants du quartier Jordan puissent écrire leur propre journal pendant une semaine sur les problèmes de leur quartier. C'est une expérience qui a été entièrement autogérée, puisque on a ouvert un petit bureau dans une boutique dans le quartier. On a fait de l'animation sur les places, sur les marchés, dans les rues, avec même un autobus avec des machines à écrire. On recueillait les textes ou les déclarations des gens. On accueillait les gens qui apportaient des photos, des dessins. On mettait tout ça sur les murs de notre bureau éditorial. Après, il y avait des séances collectives pour choisir les articles et les illustrations qu'on souhaitait voir paraître dans le journal le lendemain. On faisait la maquette. Quand je dis on, moi je créais le dispositif, mais naturellement tout était fait par les habitants du Jordan.
Et la maquette avec le matériel était apportée au journal avec un professionnel qui finalisait la maquette et ça apparaissait le lendemain dans le journal. Évidemment, ça a eu beaucoup d'écho localement pour la population de Jordan, du quartier Jordan elle-même, mais au niveau plus largement national, puisque Het Parool, c'est quand même un des grands journaux hollandais. Alors, j'ai fait pas mal d'expériences de ce genre, dont quelques-unes sont présentées ici, et qui était un travail vraiment d'art sociologique sur le terrain. Ensuite, on va passer à la deuxième salle, qui est orientée sur les problématiques du numérique. Quand j'ai immigré au Québec, j'ai découvert que les ordinateurs se répandaient déjà, alors que j'en voyais pas encore beaucoup en France au début des années 80. Et on a avec ma nouvelle femme québécoise, on a créé la Cité des Arts et des Nouvelles Technologies de Montréal et on a fait des grandes expositions d'art numérique. Je me suis plongé dans le numérique, y travaillant moi-même, mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte que le numérique était une révolution anthropologique. Comme il y a eu l'âge du feu, maintenant on est dans l'âge de l'information. L'âge du feu, c'était l'âge de l'énergie, depuis l'eau, le vent, l'électricité, la vapeur jusqu'au nucléaire. Mais l'âge du numérique, c'est naturellement l'âge de l'informatique. Et l'énergie, ça détruit l'information. Tandis que maintenant, on est dans vraiment une ère nouvelle qui change toutes nos activités, nos structures sociales, nos valeurs, notre vie privée. Donc l'idée, c'était vraiment d'explorer ce monde-là, mais pas avec la technologie numérique, qui ont trop tendance à se réduire à une performance technologique et à une activité interactive ludique, de distraction. Et moi, je restais attaché à l'idée qu'un art sociologique, ça doit avoir un contenu interrogatif, critique, réflexif, philosophique. Donc, j'ai décidé d'explorer les structures et les icônes du monde numérique, mais avec un autre moyen qui est la peinture, qui me permet de prendre une distance critique et qui me permet de faire un arrêt sur image. Donc, ce que je présente ici, c'est des peintures que j'ai faites à partir des années 98-99 sur les codes binaires, avec éventuellement un bug qui annonce une divergence, sur les codes à 4 lettres de l'ADN, des acides ACGT, avec éventuellement des dérives chimériques dans les chromosomes de l'ADN, puis ensuite les icônes du monde numérique. J'ai choisi pour la chrétienté, pendant 2000 ans, ça a été le crucifix. Aujourd'hui, j'ai pensé que c'était le code barre. Code barre dans sa première génération. Donc, en fait, il y a autant de code barre aujourd'hui en une seconde qu'il y a eu de crucifix en 2000 ans sur la planète. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est un emblème vraiment représentatif de notre époque, de notre changement anthropologique. Donc, j'ai peint des codes barres de toutes sortes de manières, avec une grande liberté, des codes barres joyeux, des codes barres plus tristes, et essayer de montrer à quel point les codes barres envahissent tout, jusque comme j'ai peint par exemple la Vierge à l'enfant en 2 codes barres, naturellement en respectant les couleurs de la virginité et de la lumière divine, ou bien une nature morte où je remplace le compotier, le citron, les pommes et la nappe par les codes barres de ces objets, ou bien un code barre dont les barres deviennent des barreaux de prison, pour souligner que derrière le code barre, il y a une société de gestion, de consommation, d'identification, de contrôle. Et j'ai resserré les murs de la scénographie de l'exposition et mis les codes barres sur 2 étages pour montrer à quel point nous sommes surplombés par ce numérique, ces codes barres qui sont décidément vraiment une image triviale, comme les pilules, comme les essuie-mains, comme les tampons caoutchouc, mais vraiment un incontournable pour désigner la société actuelle.
Et en face, j'ai mis l'autre pilier de la société actuelle. L'un, c'est le numérique et l'autre, c'est l'économie, les finances, la spéculation. Puisque nous vivons maintenant dans une société qui est devenue complètement, qui n'est plus, on va dire, chrétienne ou animiste, ou qui est vraiment devenue une société capitaliste, économique, de gestion, de finances, de spéculation au plus haut point. Alors, par exemple, en opposant le bleu et le jaune, de part et d'autre d'une ligne de variation boursière dont j'ai donné les datas sur la toile, on a une sorte de cathédrale numérique, puisque finalement l'argent est devenu notre nouvelle religion capitaliste, ou bien en peignant le ciel, non plus d'une façon romantique ou lyrique, dans le style Lamartine, mais simplement en la variation boursière comparée de Airbus et de Boeing, puisque le ciel est devenu un espace de compétition économique extrêmement important, et nous-mêmes en tant que voyageurs nous le savons, et les compagnies de construction d'avions ne font que ça, et les compagnies aériennes sont obsédées par tous les tarifs et la compétition. Alors nous sommes dans un monde quantitatif, et donc je peins des paysages financiers en reprenant les variations boursières, mais aussi je peins la montagne Sainte-Victoire, qui n'est plus celle de Cézanne, mais qui n'est plus peinte dans un esprit géométrique ou cubiste de petits agrégats de cônes et de cubes, mais comme une variation quantitative. Parce que finalement, nous sommes dans un monde qui n'est plus géométrique. Le monde a été célébré comme une sorte de matrice géométrique pendant 2 siècles, jusqu'au Bauhaus, en passant par Mondrian, en passant par l'art minimal américain. Mais maintenant, le monde n'est plus géométrique. Il est encore, bien entendu, mais ce qui s'impose de plus en plus, qui compte maintenant, c'est justement, c'est les quantités, c'est les chiffres. Alors il s'agit de montrer, comme artiste, que le monde actuel n'est plus géométrique mais quantitatif. C'est tout à fait une autre sensibilité, une autre gestion, une autre cosmogonie, parce que la cosmogonie elle-même est devenue numérique. Et c'est ça qu'un artiste, normalement, cherche à découvrir et à évoquer. Dans le même esprit, je montre la météo de Wall Street, puisque aujourd'hui, notre vie quotidienne ne dépend plus tellement de la pression atmosphérique. Globalement, et d'une façon beaucoup plus importante, elle dépend des crises boursières, des variations de Wall Street ou de Shanghai ou de Francfort, qui ont un impact sur le chômage, sur donc la vie privée de chaque famille. Et en face de la météo de Wall Street, j'ai peint, là je suis devenu banquier, j'ai ouvert la banque Hervé Fischer, et je peins des toiles où je montre que nous sommes dans une alchimie d'échange entre l'art et l'argent. Pendant longtemps, les collectionneurs étaient des gens qui aimaient la peinture ou la sculpture, qui achetaient pour le plaisir d'avoir ces tableaux chez eux, pour aider l'artiste, qui gardaient leurs tableaux, éventuellement qui les léguaient à la fin de leur vie à un musée. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres sortes de collectionneurs qui sont extrêmement puissants, qui sont des patrons du capitalisme et qui considèrent l'art comme un produit financier spéculatif. Ils achètent pour faire du profit et ils manipulent donc les cotes, y compris dans le marché de l'art, mais dans les institutions artistiques, les revues d'art, etc. Et c'est extrêmement toxique, ça détruit le marché de l'art normal d'autrefois, ça interdit à des artistes qui n'ont pas la chance d'être sélectionnés de faire une carrière artistique normale. Alors dans mon cas, je marque sur mes tableaux la valeur. Donc j'ai ici des tableaux qui valent 5 000 ou 6 000, j'en ai d'autres jusqu'à 10 000 $, c'est des dollars canadiens, c'est moins cher, et de sorte que si un jour mes tableaux sont achetés, vendus dans cette spéculation-là, mettons dans 200 ans, celui qui achètera ce tableau-là pour 200 millions de $, il saura qu'en 2014, l'artiste a touché 5 000 $ canadiens, et il pourra prendre la mesure
de la toxicité. D'un côté, c'est extraordinaire de célébrer l'art au point de lui donner des valeurs en centaines de millions de dollars. C'est une réussite pour l'art incroyable. Mais d'un autre côté, c'est complètement toxique pour les artistes qui essayent de vivre de leur art dans des conditions raisonnables. Et donc ça, je voulais le montrer. Et puis un petit tableau que j'ai fait à l'occasion de l'exposition de ces tableaux de la Banque Hervé Fischer. C'est un peu comme un Winnie-Kendonck dans le chant que je commentais tout à l'heure. J'ai demandé aux gens qui sont venus d'acheter mon livre Marquetart pour 20 €, parce qu'il faut qu'il y ait un geste financier. Et je leur ai demandé de me dire un mot important pour désigner la société actuelle. Alors ils m'ont dit des mots comme arrogance, tristesse, capitalisme, digital, etc. Et tous ces mots-là, je les ai écrits sur la toile au fur et à mesure qu'ils me les disaient. Et à la fin, on a une peinture qui est un peu un brouillamini de l'ensemble des mots qui m'ont été dits, qui est une sorte d'instantané de la société actuelle avec des gens qui ont différentes préoccupations. Et la toile est générée comme ça. On va maintenant aller un peu plus loin. On arrive dans la partie que j'appelle le paysagisme. Là, on est toujours sous le choc du numérique. Là, l'idée qui m'a guidé, c'est de montrer que la nature a beaucoup changé. Nous n'avons plus de la nature aujourd'hui une conscience, on va dire, religieuse ou païenne ou romantique ou d'exploitation de ressources naturelles. Nous avons maintenant dans la nature, ça c'est complètement nouveau, une conscience planétaire. Les géraniums de notre balcon ou les radis de notre potager ou bien la météo de nos vacances à Biarritz dépendent d'une situation globale écologique de la nature dont les paramètres sont le réchauffement climatique, la diminution de l'ozone sur les deux pôles, la densité du plancton dans les océans. Tout ça est très mesuré. Quand la pollution augmente à Paris, on diminue la circulation automobile. Comme on change le taux de base de la Banque centrale pour lutter contre l'inflation ou le chômage. Donc nous avons vraiment une conscience planétaire de la nature. Nous savons que ce qui se passe au pôle Nord a une influence dans notre jardin à Massy-Palaiseau. D'autre part, nous avons une conscience technoscientifique. La nature ne dépend plus dans notre conscience, au-delà du plaisir de fin de semaine qui est sensuel, nous savons que la nature est un système qui a un équilibre menacé, un équilibre écologique qui devient essentiel pour notre survie. Et ce sont des images numériques qui nous le disent. Donc je peins des fichiers numériques sur les variations fondamentales de la température, du degré de plancton, etc. Et je les peins naturellement avec les fausses couleurs des fichiers d'ordinateur qui sont destinés, c'est des couleurs qui sont tout sauf naturelles, qui sont destinées à une bonne lisibilité pour suivre les variations de température des océans, par exemple. Et la troisième caractéristique de ce paysagisme, c'est donc premièrement la dimension planétaire, deuxièmement la dimension technoscientifique et troisièmement la dimension politique. Maintenant, la nature est devenue un enjeu politique majeur. Pas seulement pour la captation de l'eau, pour l'agriculture, pour l'eau potable, mais aussi au niveau global, comme on l'a vu avec la conférence de Paris, et comme on le voit avec les dénégations de Trump. Fondamentalement, nous avons une préoccupation politique par rapport à la nature. Ce n'est plus une question de sentimentalité ou de lyrisme ou d'élassement de fin de semaine. C'est vraiment un enjeu politique majeur d'une gravité que l'on perçoit de plus en plus. Donc la nature a vraiment beaucoup changé. En face de ce paysagisme, j'essaye d'explorer la dimension, on va dire,
mythiques de nos sociétés, les imaginaires collectifs qui surplombent nos conceptions, nos discours sociologiques. Si je prends par exemple une société chrétienne, le fait de croire en Dieu a une influence majeure sur les structures de la société, sur les valeurs individuelles et collectives, qui ne sont pas les mêmes que si je prends une société polythéiste ou une société animiste, ou je prends une société communiste ou une société confucéenne par exemple. Et on se rend bien compte que c'est un imaginaire, croire en Dieu c'est un imaginaire qui détermine finalement beaucoup plus les structures sociales que par exemple, comme disait Marx, l'économie. Pour Marx, l'économie déterminait tout. C'était aussi un mythe de croire que l'économie détermine tout. Ça a eu un effet majeur avec les révolutions communistes sur plusieurs continents. C'est évident que de croire en Dieu, ça a changé les structures sociales et les croyances et les valeurs sociales et la vie quotidienne d'une façon majeure pendant, par exemple, 2000 ans, et ça continue. Aujourd'hui, nous avons d'autres imaginaires. Les précédents continuent bien sûr, mais il y a des nouveaux imaginaires qui sont apparus depuis la Révolution française, avec lesquels nous continuons à vivre, comme par exemple les mythes contemporains. Ce n'est plus Vénus, ou ce n'est plus Wotan, ou ce n'est plus un serpent mexicain, c'est la croyance dans le progrès, par exemple. On croit ou on ne croit pas au progrès, comme on croit ou on ne croit pas en Dieu. Et selon qu'on croit ou on ne croit pas au progrès, c'est pas, les conséquences dans la vie individuelle et collective ne sont pas les mêmes. Si on croit ou on ne croit pas au progrès, c'est la même chose. Et je ne peux pas prouver que Dieu existe, je ne peux pas prouver que le progrès existe. De même, la démocratie, c'est un mythe contemporain. La liberté individuelle, c'est un mythe contemporain. Comme je dis que l'économie ou même la raison, le rationalisme, c'est un mythe très très fort. On croit à la raison, on n'y croit pas. Si je crois en Dieu, je crois moins en la raison. Si je crois beaucoup en la raison, je crois moins en Dieu. Ces croyances-là, ce sont nos mythes actuels. Nous avons autant de mythes aujourd'hui, sans le savoir, parce que nous croyons être des gens modernes. Nous avons autant de mythes aujourd'hui que les Grecs ou les Égyptiens anciens, ou les Incas ou les Germains. Alors, il faut essayer d'explorer ces mythes actuels et d'en découvrir les particularités actuelles. Et c'est ce que j'essaye de faire avec la mythanalyse. Et de ce point de vue-là, il me semble que nous avons tous une vision imaginaire du monde, voire de nous-mêmes. Alors j'essaye de montrer comment ça se constitue. Et j'ai une conception très biologique ou très physiologique de l'imaginaire. Et j'ai utilisé un bestiaire pour essayer de l'exprimer. Donc les tableaux qui sont sur ce mur montrent les différents stades du développement de notre vision imaginaire du monde. D'abord, c'est le stade fœtal. Et comme adulte, j'imagine que le fœtus imagine le monde protecteur, chaud, tiède, alimentaire, peut-être pas paradisiaque, mais confortable. Quoique apparemment le fœtus peut déjà avoir des petits maux d'estomac. Ensuite, il lui arrive une chose très difficile à ce fœtus, il est accouché. Et quand il est accouché, il est confronté à une lumière qui est aveuglante pour lui, et l'air remplit ses poumons d'une façon brutale, il le fait crier de douleur. C'est un moment très douloureux et très chaotique pour lui, qui restera dans une sorte de mémoire dans toutes les mythologies du monde entier. Il y a toujours une phase chaotique. Après vient Dieu, après vient un animal, etc. Mais le chaos est à peu près présent dans toutes les mythologies. Et là, il faut bien comprendre que nous, adultes, nous disons que c'est l'enfant qui vient au monde, mais ce que l'enfant perçoit, expérimente, c'est que c'est le monde qui vient à lui. Et qui vient à lui d'une façon brutale, très douloureuse,
très rapide et à ce moment-là, il a un changement complet de son imaginaire. Il n'est plus le fœtus protégé du stade précédent, il est séparé de la mère. Il a encore un rapport alimentaire et affectif très fort avec la mère, mais il voit apparaître éventuellement un intrus dont il n'avait jamais entendu parler, qu'il faut qu'il l'interprète, c'est le père. Le père apparaît dans l'imaginaire du nouveau-né et il faut qu'il s'en accommode. Il a encore aussi la mémoire très très proche de tout le chaos qu'il vient de traverser au moment où il a été accouché. Petit à petit, il s'organise dans ce que j'appelle le carré parental, sous l'influence naturellement des particularités sociologiques de chaque société. C'est ce que j'appelle l'autre. Bon. Il y a des sociétés indivises où il n'y a pas un père biologique paternel qui est très important, d'autres sociétés individualistes où le père prend beaucoup d'importance, donc ça varie toujours selon les sociologies. Au-delà de ce moment du carré parental, le nouveau-né est dans le berceau ou sur une natte, en tout cas il est dans une impuissance totale qui est celle de la tortue sur le dos. Et il s'agite, il agite les pattes, il a des petits bonheurs alimentaires ou des petites douleurs d'estomac, il a des émotions, il sourit de satisfaction ou il pleure quand il a faim et qu'il a peur de mourir, mais fondamentalement pendant plusieurs mois il est impuissant. Et il imagine le monde d'une façon nouvelle. Il ne sait pas encore au début séparer son corps du monde extérieur, donc l'univers pour lui a des petits maux d'estomac, l'univers pour lui est chaud comme le lait qu'on lui donne, ou est sale comme les couches qu'on lui change. Tout son imaginaire est physiologique. Biologique, physiologique, et tout ça, ça s'imprime très fortement dans ces réseaux synaptiques, puisque c'est un moment où le cerveau est plastique. Ce sont les premières impressions, les premières émotions, les premières peurs, les premiers désirs qui s'inscrivent durablement dans son psychisme, dans ses neurones, et ça va lui rester pour toute la vie. Après cette période prolongée d'impuissance, qui est bien particulière à l'être humain, on voit la petite girafe qui se met sur ses quatre jambes dans les minutes qui suivent la mise à bas. Dans le cas de l'enfant humain, cette impuissance dure longtemps. Après, il va s'asseoir, il va commencer à séparer son propre corps du monde extérieur, il va saisir des objets, il va explorer un petit peu le monde, encore très peu, et il est encore dans un monde imaginaire puisqu'il n'a pas de mots pour désigner les choses. Il est infans, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, donc il a des émotions sans concept. C'est un homo fabulator. Il n'a pas d'autre perception du monde consciente qui ne soit pas imaginaire et qui dépend beaucoup de son estomac, de son agitation musculaire, et donc très physiologique. Après, c'est ce que j'appelle le stade du pingouin. Il arrive à 1 an, selon les cas, et il commence à avoir des mots pour désigner les choses, à articuler les choses, et donc son imaginaire va se préciser avec des mots. Les mots, c'est des images, mais c'est quand même une vision plus distinctive du monde extérieur. Il va tomber dans l'escalier, il va se faire mal, il va se brûler, il va manipuler les objets, il aura un imaginaire beaucoup plus interactif du monde où il est né, et il va, selon ses expériences, imaginer le monde joyeux, douloureux, agréable, et il va commencer à le conquérir en marchant. Mais la conquête va venir au stade suivant. Le stade suivant, c'est le stade du homard. Ça, c'est le jeu des hormones. À l'âge de la puberté, l'enfance, l'adolescence se redresse, se referme sur lui-même, ne parle plus, dans beaucoup de cas, ne parle plus à ses parents pour un certain moment, se plonge dans les jeux vidéo, critique tout, et il a un imaginaire qui est très volontariste. Il dit comment, selon lui, le monde devrait être. Et généralement, il n'est pas d'accord avec le monde tel qu'il est. À ce stade-là, cet imaginaire volontariste, c'est un imaginaire beaucoup plus discursif et actif.
Et c'est une expérience très forte parce qu'il va avoir des frustrations, il va avoir un imaginaire qu'il va développer dans les jeux vidéo ou en jouant à la marelle, qui va être beaucoup plus interactif avec le monde réel, mais il garde toujours la mémoire dans sa conscience, dans son inconscient psychique, il garde la mémoire des stades précédents. Après, c'est le stade du papillon, et il s'envole, il butine, il s'adapte au monde adulte, et il rejoint le monde adulte avec un certain nombre de métamorphoses, comme un papillon, et il s'adapte. Mais quand il est adulte, dans le monde adulte, à chaque fois qu'il a une émotion, un désir, une peur, un problème à régler, il garde la mémoire, il réactive la mémoire des étapes précédentes de sa constitution d'homme imaginant le monde. Par exemple, s'il a eu une grosse frustration au moment du stade de la tortue sur le dos, il aura peut-être envie d'être président de la République ou d'être un champion olympique ou des choses comme ça, où il aura moins d'ambition selon sa biographie. Donc on est toujours dans ce monde imaginaire. Maintenant, au niveau de l'âge adulte, nous imaginons toujours le monde. J'ai dit tout à l'heure, nous avons des mythes, nous croyons à la liberté individuelle, au progrès, ou à la nature bienfaisante, ça existe encore, ou à l'amour, ou à l'insoumission, ou à l'anarchie, ou au néolibéralisme. Nous avons des imaginaires politiques, par exemple, mais aussi, j'ai voulu montrer dans un tableau que nous avons des récits. Un mythe, c'est un récit. Et par exemple, dans le tableau où je montre Ève et Pandore, je montre deux femmes, l'une dans le mythe biblique, l'autre dans le mythe grec. Dans le mythe biblique, la femme donne la pomme de la connaissance à l'homme, et tous les maux de l'humanité viennent de là, et depuis nous souffrons, nous mourrons, nous avons une conscience, mais pour notre malheur. Et dans le mythe grec, c'est à peu près l'équivalent. Zeus envoie Épiméthée, le frère de Prométhée, s'ennuyait de ne pas avoir de femme. Donc Zeus lui envoie une femme et donne une boîte à cette femme qui s'appelle Pandore. Et Pandore ouvre la boîte de Pandore, alors que Zeus lui avait dit de ne pas l'ouvrir, mais les femmes étant curieuses, comme chacun sait, il ouvre la boîte de Pandore. Et donc tous les malheurs du monde arrivent, c'est l'équivalent de la pomme d'Adam et Ève. Elle referme la boîte et elle garde l'espoir. Mais tous les malheurs sont apparus. Donc les femmes souffrent en accouchant, les hommes et les femmes souffrent en travaillant, ils meurent, ils ont une conscience qui les fait souffrir. Ça, c'est à cause de la femme, dans les deux mythes qui sont fondateurs de l'Occident. Cette interprétation-là, très négative, d'une société machiste, a duré 2000-2500 ans. Et aujourd'hui, on peut réécrire le mythe. C'est un autre récit, mais c'est toujours un imaginaire. Et moi, je propose, par exemple, qu'on reconnaisse que dans les deux mythes, grecs et bibliques, la femme a été la source de la connaissance. C'est grâce à elle que nous avons une conscience, que nous souffrons, mais nous avons conscience du bien et du mal, donc nous avons une liberté, nous ne sommes plus décérébrés comme dans le paradis terrestre, heureux mais sans cerveau. Nous souffrons, mais nous avons une conscience. C'est quand même ce qui nous caractérise, et je ne serais pas personnellement prêt à y renoncer. Et ça, c'est grâce à la femme. Donc c'est une réinterprétation positive qu'on peut faire aujourd'hui quand il y a eu la révolution féministe et quand on a pris conscience qu'il fallait réécrire certains mythes. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est toujours un imaginaire. C'est pas plus la femme que le diable qui a créé la conscience humaine. Finalement, c'est quand même l'évolution biologique. Mais nous avons besoin de personnifier dans des récits mythiques des explications que nous n'avons pas naturellement. Alors, j'ai voulu aussi représenter Transformer, qui est un personnage de film et de jeux vidéo, un peu comme le homard que j'avais présenté avant, parce que nous sommes encore comme les Grecs, avec des héros, des titans, des demi-dieux,
qui sont extrêmement actifs, qui représentent le bien, le mal dans tous les jeux vidéo, dans les films, notamment les films hollywoodiens, les Spider-Woman, etc. Tous ces héros hollywoodiens qui sont les espèces de personnages de la mythologie actuelle, équivalents à ceux de la mythologie grecque ou romaine dont on raconte les hauts faits. Et pour finir sur cette deuxième partie de l'exposition, je présente ensuite des tableaux où j'essaye de montrer que actuellement nous surcolorons le monde. Nous sommes dans un univers qui n'est plus régi par la gamme de couleurs de la nature, les nuances de la nature qui pourvoyaient à sa propre beauté et qui nous donnaient les mesures de notre goût et de notre capacité à apprécier des nuances de couleurs subtiles. Nous sommes maintenant dans un monde surcoloré, avec une industrie des colorants qui est devenue un marché énorme, parce que nous sommes aussi dans un environnement artificiel, urbain, donc signalétique. La signalisation elle doit être claire et distincte. On ne peut pas avoir des feux rouges qui sont à moitié jaunes ou à moitié verts, parce que nous sommes dans une société de consommation avec la publicité. On colore les aliments, on colore les objets en plastique, et les couleurs des ordinateurs sont elles-mêmes des fausses couleurs qui sont saturées. Donc nous sommes maintenant dans un univers de couleurs saturées, ce que j'appelle la gamme de couleurs du marchand de glace. Quand on amène un enfant devant le marchand de glace, il choisit la couleur de la glace dont il a envie et il pense que le goût va venir avec la couleur. Et c'est même vrai, j'ai peint un tableau là, que j'appelle la jolie guerre, parce que même le photoreportage, qui est vraiment une vertu journalistique très importante, donne lieu à d'énormes débats à chaque fois qu'il y a un concours de photographie, de photoreportage, parce que tous les reporters maintenant photoshopent leurs photos pour que ce soit plus dramatique, que ce soit plus attractif, et donc on n'a plus de vraies couleurs dans les photos reportages. On s'habitue, on le remarque peut-être même plus, mais c'est ce que j'appelle la surcoloration du monde actuel. Et notre vocabulaire de la couleur se réduit, notre sensibilité aux nuances de la couleur se diminue parce qu'on n'a plus besoin, comme un paysan d'autrefois, d'apprécier dans quelle mesure la récolte était en train de maturer, quel était le jour où il serait temps de couper le blé. Nous n'avons plus besoin d'avoir une subtilité dans les couleurs. Alors ce monde surcoloré, c'est aussi un monde naturellement euphorisé par la marchandise. Nous sommes dans la société de consommation. Et donc c'est l'attraction des couleurs. C'est ça que j'essaye de montrer dans cette série de tableaux. Maintenant, nous allons aller dans la troisième salle de l'exposition, celle des réseaux numériques. Nous sommes sous le signe de l'urgence de la pensée. Face aux crises, nous sommes dans les crises tout le temps, les crises économiques, les crises politiques, les crises humanitaires, les crises écologiques. Donc il y a une urgence de répondre à ces crises. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce ballon avec le concept d'urgence de la pensée que j'ai mis au plafond dans les nuages. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Et là, je propose aux visiteurs du Centre Pompidou de répondre à la question « Quelle société voulons-nous ?» avec un mot-clé, un hashtag qui est « Conscience augmentée ». Et je commence cette salle-là avec un tableau qui s'appelle « Sisyphe et la tour de Babel ». Pourquoi Sisyphe? Parce que Sisyphe, c'est le héros grec qui croit au progrès. Tous les matins, il remet sur ses épaules tout le malheur du monde et il escalade à nouveau la montagne en espérant le progrès. Tous les soirs, son fardeau retombe en bas et il recommence tous les matins avec persévérance. C'est un personnage résilient. Et quelqu'un comme moi qui croit au progrès, comme beaucoup de gens qui croient au progrès malgré tout, constate bien que le progrès n'est pas évident. Tous les jours, on a la preuve que le progrès n'existe pas. Mais malgré cela,
tous les jours, il faut croire qu'on peut construire le progrès. Il faut persévérer. Et donc, pour moi, Sisyphe est un personnage extrêmement actuel. C'est celui de tous les gens qui croient que le progrès est possible à force d'y travailler et avec persévérance. Et si on ne croit pas au progrès, de toute façon, on est foutu. Et il faut dire les choses clairement. Et donc, je propose aux visiteurs du Centre Pompidou de répondre à cette question. Quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons une société insoumise, anarchiste, planétaire, numérique, identitaire, européenne, équitable, solidaire, compétitive, néolibérale? Tous les choix sont possibles et on le voit dans les élections. Chaque candidat nous donne un choix qui est celui qu'il veut incarner et les gens votent en fonction de leurs croyances. Et donc ça me paraît important qu'il y ait un débat finalement avec Twitter. On peut avoir un débat planétaire et selon qu'on est chinois ou japonais ou africain ou new-yorkais ou parisien, on peut répondre à la question. Et pendant 3 mois, donc les 3 mois d'exposition, il y a un ensemble de réponses qui vont s'afficher sur ces écrans avec un filtre. Tous les tweets qui ont le hashtag conscience augmentée vont s'afficher. J'ai travaillé aussi avec la ville de Poitiers en développant là avec des étudiants de l'école européenne de l'image à Poitiers un tweet lab pour qu'on puisse répondre sur Twitter non seulement avec un petit texto 140 caractères mais aussi avec des petites images. Comme j'ai fait moi-même, il y a un écran qui montre toutes sortes de petites images que j'appelle du tweet art ou tweet philosophie qui sont comme des petites capsules qui remplacent le texto mais qui proposent des idées variées. Pour moi, c'est un peu mon carnet de dessin. Bon. Et en face de ces écrans, j'ai présenté des tableaux qui sont des peintures acryliques sur toile, mais qui représentent des codes barres de la nouvelle génération. Quick response. Donc la réponse est urgente. Et ça demande une réponse urgente. Et ces tableaux-là, qu'on peut scanner avec l'application sur son téléphone, tout simplement Quick Reader, il y en a plusieurs, elles sont gratuites. On peut lire ce que les tableaux disent. Dans certains des tableaux, j'ai déformé les barcodes, les codes barres, jusqu'au point où ils restent lisibles avec un scan, mais en ajoutant le mot que je voulais dire. Alors, le premier tableau, par exemple, il dit, si vous le scannez, il dit « J'aime Ethan ». Ethan, c'est le prénom d'un de mes petits-enfants dont la mère est africaine. Et donc, c'est le premier tableau que j'ai voulu mettre parce qu'il me semble qu'il faut rester dans une société où l'amour est possible. L'empathie est une vertu pour laquelle il faut se battre. Les codes barres suivants disent « Conscience augmentée ». Conscience augmentée parce qu'aujourd'hui, nous avons une conscience augmentée dans la mesure où nous avons une conscience en temps réel planétaire qui n'existait pas avant. Dans les sociétés précédentes, on avait une conscience locale. Aujourd'hui, on sait, à cause des médias électroniques, à peu près tout ce qui se passe de bien ou de mal sur la planète, et ça a un impact sur nous, ça nous indigne, ça appelle une émotion, une solidarité, une dénonciation. Donc, c'est très important de prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est assez une révolution anthropologique. Nous avons une conscience augmentée. Et c'est plus important la conscience augmentée pour notre avenir que la réalité augmentée, bien évidemment. Ensuite, les autres codes barres parlent de l'éthique planétaire. Une conscience augmentée, évidemment, ça conduit à une éthique avec une dimension planétaire. Le respect des droits universels de l'homme sur la planète entière. Que partout les gens aient une sécurité physique, médicale, éducative, etc. Et ensuite, la divergence, parce que nous avons inventé l'éthique, ça c'est une invention humaine que Darwin ne peut pas expliquer. Darwin parle de la loi du plus fort, de la sélection naturelle, et pourtant nous, espèces humaines, nous avons inventé l'éthique qui est contraire le soin qu'on donne à des gens qui sont faibles, qui sont mourants, qui sont handicapés, qui ont besoin d'aide, et que normalement la nature devrait éliminer, selon la loi de Darwin. Donc il y a des divergences qui sont des moteurs d'évolution de la nature et de l'humanité.
Et il y a des divergences qui sont extrêmement porteuses d'espoir, comme l'invention de l'éthique, qui est une invention humaine et qui n'existe pas dans la nature, ou il y a des divergences qui sont des cauchemars, comme par exemple le terrorisme Daesh. Et le dernier tableau, si vous le scannez, il dit tout simplement ça, des terrorismes Daesh. C'est donc un problème, une divergence majeure avec laquelle on doit lutter, et il faut croire au progrès. Il faut croire que, contrairement à ceux qui ne croient pas à la liberté, qui sont fatalistes, nous avons une liberté pour changer le monde. Et finalement, ma conclusion, c'est que l'art peut changer le monde. Et il faut introduire des préoccupations éthiques qui sont même éventuellement plus importantes que les préoccupations esthétiques. Pour moi, l'éthique commande l'esthétique. Et voilà ce que cette exposition essaye de présenter. Et merci Laurence de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça.